Oui, bonjour à tous. Merci tout d'abord d'avoir répondu présent à notre invitation pour participer à cette présentation, durant laquelle nous avons, en fait, en partenariat avec Trend Micro, souhaité euh, vous exposer les complémentarités, de nos offres en matière de sécurité. Alors, ça va se dérouler selon un agenda en quatre temps. Tout d'abord, donc Antoine Mahuzier, qui vous a salué en premier, donc de Trend Micro, va nous rappeler ce que sont les ransomware et de quelle manière ils peuvent facilement s'infiltrer et se répandre dans nos environnements au travers de nos systèmes. Euh, sur un second temps, donc il va nous parler des technologies Trend Micro en réponse à ces problématiques. J'aurai le plaisir ensuite de vous parler de l'offre Comparex, en tout cas d'une brique de l'offre Comparex, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui, qui s'appelle donc Portfolio Management Platform, qui nous permet d'identifier des risques de vulnérabilité en regard principalement des parcs logiciels installés. Et puis, bon, pour finir, on aura la traditionnelle session des questions-réponses. L'idée étant que sur ce quatrième temps, on soit le plus interactif possible et qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos éléments. Donc, je vais laisser directement la parole à Antoine, donc, qui va nous rappeler et nous indiquer ce que sont les ransomware et de quelle manière ça se propage et pourquoi il faut y faire attention. Parfait, merci Jean-François donc, pour cette introduction. Donc, comme mentionné, ce que je vais faire ici, c'est donc faire un historique des ransomware. Donc, on va voir ici véritablement, je dirais, les différentes techniques utilisées par ce type de malware pour chiffrer vos données et soutirer, je dirais, une rançon. Donc, je vais passer dans un premier temps sur un historique qui est assez court. Et ensuite, on verra un petit peu plus dans le détail comment les solutions de Trend Micro aujourd'hui peuvent permettre justement de protéger les entreprises et faire en sorte que les entreprises, je dirais, puissent se prémunir de ce type d'infection et de ce type de désagrément. Alors, ransomware, une définition très très simple. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose ici, mais un ransomware est un type de malware qui a été développé en définitive pour, dans un premier temps, infecter votre système. Une fois que le système est infecté, les données vont être chiffrées sur le disque. Et l'idée ici, c'est qu'en fait, pour pouvoir récupérer ces données, les cybercriminels vont vous demander de payer une rançon. Généralement, cette rançon est à payer en Bitcoin. Ici, on parle en général d'environ 300 € ou l'équivalent en Bitcoin pour récupérer les données. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que ce type d'infection est aujourd'hui un type d'infection le plus rentable pour la cybercriminalité. Aujourd'hui, on a affaire à des cybercriminels qui sont complètement professionnalisés, avec des outils professionnels, avec des outils, je dirais, d'infection qui ont été très, très développés. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution des ransomware, et ici on va se baser véritablement sur ce qui s'est passé l'année dernière, en 2016. 2016 a été l'année de l'extorsion en ligne. Donc en fait, on regarde entre 2015 et 2016, on a vu une évolution exponentielle du nombre de nouveaux ransomware, de nouvelles familles de ransomware, avec une évolution exponentielle d'environ 752%. Donc c'est énorme. Et ce que Trend Micro prédit pour cette année, l'année en cours, c'est une évolution supplémentaire de 25%. Alors encore une fois, pourquoi cette évolution exponentielle? C'est vraiment aujourd'hui le malware le plus rentable qui génère le plus de profits pour ces cybercriminels. On parle de plusieurs centaines de milliards de bénéfices, de profits réalisés donc, par ces groupes mafieux organisés. Et donc, en définitive, étant donné que des entreprises payent pour récupérer leurs données, on va voir une évolution supplémentaire pour 2017. Alors, ici, je vais pas trop rentrer dans le détail technique, ce n'est pas le but, mais c'est vraiment pour vous donner une idée en fait, des différents vecteurs d'infection ou les vecteurs d'infection principaux pour ce type d'infection.
Alors, en tout premier, tout en haut de la liste, je dirais, c'est les emails. Donc, les emails malicieux, des spear phishing emails, emails en fait avec des pièces jointes malicieuses. L'utilisateur reçoit l'email, clique sur le lien et l'infection commence de cette manière. Deuxième vecteur d'infection va être en fait via les sites web. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'un site web, par exemple, ou un site web de vos fournisseurs peut être sain, on va dire, ou pas malicieux à 10 heures du matin et être malicieux à 2 heures de l'après-midi. Il est très facile aujourd'hui de pouvoir injecter du code malicieux sur un site qui n'est pas configuré correctement ou qui n'est pas patché. Et en définitive, juste en se rendant sur ces sites web, juste en cliquant, je dirais, sur un mauvais lien ou se rendant sur un site web, une infection peut commencer de cette manière en exploitant, par exemple, la vulnérabilité ou les vulnérabilités d'un navigateur. Le troisième vecteur d'infection, c'est les clés USB. Je ne vais pas trop développer là-dessus, mais le scénario qu'on rencontre généralement, c'est qu'un utilisateur à la maison va utiliser une clé USB personnelle, il n'est pas très bien protégé à la maison, il copie ça sur une clé USB, ramène ça au sein de l'entreprise, connecte la clé, l'infection commence de cette manière. On a vu aussi l'émergence d'un quatrième vecteur d'infection qui va être via les sites web. Les sites de réseaux sociaux. Donc là, ça va être Facebook, ça va être LinkedIn, ça va être tout ce type de sites de réseaux sociaux où dernièrement, par exemple, il y avait une photo qui circulait. C'était une fausse photo, bien évidemment, une fausse image. L'image d'une jolie fille sexy. Il y a beaucoup de personnes qui ont téléchargé cette image, cliqué sur cette image. Le problème, en définitive, c'est qu'ici, derrière, il y avait un script malicieux qui a encrypté, en définitive, beaucoup de données. Alors, ici, ce que vous pouvez voir, lorsque la machine est infectée, lorsque les données sont encryptées, vous allez avoir en fait une note de rançon qui va apparaître sur la machine, vous donnant les informations nécessaires pour pouvoir récupérer vos données. Ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est très bien développé. Vous avez accès au support. Donc, vous pouvez même parfois avoir accès à un support téléphonique. Vous avez accès à la documentation. Vous avez la possibilité ici sur ce ransomware, sur ce CryptoLocker, de décrypter, je dirais, un fichier pour vérifier que la clé de décryption pourrait fonctionner. Et ici, bien évidemment, procéder au paiement pour récupérer vos données. Alors, en cas d'infection, en cas de chiffrement de vos données, la meilleure alternative ici consiste à restaurer les backups. Alors, les backups, il faut avoir vraiment en place, je dirais, des backups offline pour pouvoir restaurer la machine. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, j'ai mentionné offline parce que certains ransomware tels que Cerber va en fait cibler vos serveurs de backup en interne. Donc là, si les serveurs de backup en interne sont encryptés, sont chiffrés, il n'y a aucun moyen de récupérer le backup. C'est pour cette raison, véritablement, moi, je vous conseillerais d'avoir un backup offline à l'extérieur ou garder à l'extérieur de l'entreprise, pas sur des serveurs de production. Ensuite, la deuxième option est vraiment, là, on va vous déconseiller de payer la rançon pour une raison très, très simple. Il y a deux éléments ici. Premièrement, vous avez affaire à des cybercriminels, ça reste des criminels. Donc, même si vous payez la rançon, vous n'êtes jamais sûr, enfin, certain, de récupérer ces données ou d'avoir la clé de décryption. Et deuxièmement, vous payez une fois la rançon, vous pouvez être certain que votre entreprise va apparaître dans des forums russes ou chinois et que votre entreprise va apparaître comme bon payeur. Donc, vous pouvez être certain que si vous payez la rançon une fois, vous allez être la cible à nouveau, votre entreprise va être la cible d'une nouvelle attaque de ransomware. Donc, là, vraiment, ce que je voulais couvrir, c'est les 4 vecteurs principaux d'infection. Ce qu'on a vu, en fait, dernièrement, je pense que vous avez lu la presse, on a vu le 12 mai 2017 un nouveau type de ransomware. Ce n'est pas vraiment le ransomware en lui-même qui est différent, mais c'est la technique de propagation. Donc ici, le 12 mai 2017, la presse a parlé de ça, la presse américaine, la presse française, toutes les télés étaient en train de parler de ça. On peut parler ici vraiment d'une cyberattaque. Ça a été vraiment
je dirais, une infection d'une magnitude qui est inégalée jusque-là. C'est la plus grosse infection qui a eu lieu. En fait, il y a eu 192 pays qui ont été touchés. Il y a eu plus de 300 000 machines infectées. Et ça reste simplement une estimation. C'est très difficile, en fait, aujourd'hui, d'avoir des chiffres précis par rapport à ça. Mais en moins de 48 heures. Donc vraiment ici, une propagation très rapide et des techniques qui sont des techniques généralement pas utilisées par les ransomware. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique ici, mais en fait, la porte d'entrée ici, c'était des systèmes non patchés. C'est-à-dire, WannaCry a utilisé une vulnérabilité, a utilisé cette vulnérabilité de SMB version 1, donc SMB version 1 qui tourne en fait généralement sur le port 445. Et WannaCry était capable en définitive de pouvoir automatiquement infecter les postes de travail. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple très simple, WannaCry était capable de scanner l'environnement, de découvrir des machines qui faisaient tourner potentiellement SMB version 1 et d'exploiter automatiquement la vulnérabilité de SMBv1 pour pouvoir justement installer le ransomware, chiffrer les données. Et une fois que la machine était infectée, WannaCry était capable d'infecter d'autres machines à l'intérieur de l'organisation, mais aussi de scanner des machines à l'extérieur et donc sur Internet et de pouvoir découvrir des machines potentiellement vulnérables et d'exploiter automatiquement la vulnérabilité. D'où la nécessité ici, je dirais, très très important d'avoir la visibilité sur l'infrastructure, d'avoir la visibilité sur le niveau de patch, d'avoir la visibilité en définitive sur le niveau ou les applications qui tournent en interne. Alors, un petit mot sur l'exploit ou simplement la technique qui a été utilisée. Ici, donc c'est un exploit qui s'appelle Eternal Blue. Donc ici, c'est l'outil vraiment qui a été utilisé pour exploiter la vulnérabilité. Et cet outil Eternal Blue a été en fait dérobé. Alors là, on se croirait dans un film d'espionnage, hein, mais vraiment, on est à ce niveau-là. A été dérobé par un groupe de hackers malicieux au NSA. Donc NSA, qui est la société nationale américaine, c'est un outil qui a priori était déjà utilisé par le NSA, mais ce groupe de hackers, le Shadow Broker, est arrivé à dérober ces outils et à les rendre disponibles au plus grand nombre. D'où, je dirais, une des raisons pour laquelle WannaCry a impacté autant de personnes. Alors, ici, lorsqu'on regarde vraiment dans le détail, alors ça, ce n'est pas une liste exhaustive des entreprises qui ont été infectées parce qu'en définitive, je n'avais pas assez de place sur cette diapositive ou sur cette slide pour mettre toutes les entreprises. C'est certaines des entreprises les plus connues. Donc, Renault a été touché de plein fouet. Sa chaîne de production a été mise en pause pendant plusieurs heures. Vous imaginez une chaîne de production automobile qui est en pause pendant plusieurs heures, définitivement, ils perdent de l'argent. Donc, ils n'ont pas payé la rançon, mais l'infection en elle-même a mis en pause, carrément interrompu la production, et donc ce qui a causé, en définitive, une perte énorme d'argent. Donc là, ici, dans cette liste, on a des banques aussi, la Banque de Chine qui a été infectée de plein fouet, une banque en Hollande, Iberdrola, société d'énergie en Espagne aussi, infectée de plein fouet, Nissan, FedEx et le NHS en Angleterre. Donc là, on parle vraiment d'un milieu hospitalier. Ce qui se passe ici, c'est que, bien évidemment, si à un moment à un autre, les médecins, les infirmières n'ont plus accès aux données de leurs patients, là, on met en jeu carrément la vie des patients, la vie d'individus. Donc, il y a des patients qui ont dû être bougés d'un hôpital à un autre, envoyés vers des cliniques privées parce que, justement, le NHS n'avait plus accès à l'historique de ces patients. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais couvrir ici, c'est WannaCry. Ce qu'on a vu après WannaCry, c'est un autre type d'infection qui s'appelle Petya. Et là, vraiment, alors je dirais cette slide, elle est un petit peu spectaculaire, mais l'idée ici, c'est que Petya est une arme de destruction massive. C'est-à-dire que c'est un ransomware qui, à la base, avait l'air d'un ransomware, mais en fait, on s'est aperçu avec le recul que cette infection a été développée pour détruire.
et non pas pour soutirer de l'argent, c'est-à-dire pour rendre inaccessibles les données. Donc là, la différence, c'est que Petya utilisait d'autres vecteurs d'infection, d'autres vulnérabilités du système, de systèmes non patchés. Et c'est pareil, Petya, en définitive, était capable d'infecter énormément d'entreprises d'une manière très rapide, encore une fois, parce que le mode de propagation était automatisé. Alors, on regarde un petit peu ici les entreprises qui ont été vraiment touchées de plein fouet. Des banques. Alors, ce qu'il faut savoir, Petya, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un outil qui a été développé afin de cibler l'Ukraine. Donc, on peut voir ici, la Banque nationale ukrainienne a été touchée de plein fouet, une autre banque ukrainienne, l'aéroport de Kiev, et des entreprises en fait qui avaient aussi, je dirais, des multinationales qui avaient aussi des bureaux en Ukraine ont été touchés de plein fouet. Ici, il y a Saint-Gobain qui a été infecté, Mars, enfin, vous pouvez voir la liste, même la Poste allemande. Et bien évidemment, encore une fois, ici, ce malware était vraiment créé pour détruire et pour bloquer l'accès aux données. Donc, il y a une entreprise vraiment qui a été probablement la plus touchée aujourd'hui, c'est Maersk, qui est une entreprise danoise. En fait, ce qu'ils font, c'est du transport maritime. Et là, en définitive, d'une minute à l'autre, ils n'avaient absolument plus accès à leurs données. Donc là, ils ont été obligés de rerouter des bateaux, ils ont été obligés… Et lorsqu'on regarde, en fait… j'avais une slide que j'ai oubliée ici, mais lorsqu'on regarde, en fait, aujourd'hui, ce que Maersk a communiqué après l'infection, on parle de plus de 300 millions de dollars de pertes. Alors, bien évidemment, vous imaginez si des entreprises, je dirais des multinationales qui ont les moyens d'investir dans la sécurité, qui ont, je dirais, du personnel dédié à la sécurité, si ces entreprises aujourd'hui ont été la cible ou ont été infectées par des ransomware, aujourd'hui, les PME, les entreprises un petit peu plus petites aussi, je dis, sont aussi potentiellement la cible de ces infections et personne n'est à l'abri de ce type d'infection. Alors, ici, ce que je veux dire avec cette slide, alors là, on rentre dans un concept un petit peu plus anglo-saxon. Les anglo-saxons parlent en fait de balles d'argent, silver bullet. En fait, ce que ça veut dire, cette slide, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas aujourd'hui une solution que vous allez installer, clé en main, vous allez installer sur le poste de travail, et une seule technique pour bloquer la propagation, se prémunir véritablement de ces infections de ransomware. Alors, ce que je vais maintenant vous présenter, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, encore une fois, mais c'est plus pour vous donner une idée de ce que Trend-Micro peut vous proposer et comment se prémunir de ce type d'infection. Alors, en fait, Trend-Micro aujourd'hui toute notre technologie et toutes les techniques qu'on utilise pour pouvoir protéger un environnement se basent sur une technologie X-Gen. Alors, X-Gen, en faisant simple, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie cross-générationnel. Cross-générationnel, c'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques qui sont des techniques standards, des techniques qu'on utilise depuis de nombreuses années, qui sont encore efficaces. Et on a ajouté à ces techniques qui sont plus standards et ces techniques qui sont déjà efficaces depuis des années, des techniques qui sont à la pointe de la technologie. Vraiment, Trend-Micro, en fait, c'est dédié à la sécurité depuis ces 27 dernières années. Et nous avons innové, en définitive, et nous innovons chaque jour, de telle sorte à pouvoir vraiment proposer le vaccin juste quand l'épidémie commence à arriver. C'est vraiment s'adapter. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, parce que je vous ai mentionné les cybercriminels avant ça. Ces cybercriminels sont des organisations professionnalisées et ces personnes vont passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de découvrir de nouvelles techniques, afin d'infecter votre environnement. Et nous, en définitive, ce qu'on va faire chez Trend, c'est passer ces 24 heures sur 24 et ces 7 jours sur 7 afin de fournir le vaccin. Alors, ici, c'est un peu plus technique. Je ne veux pas vous ennuyer avec trop de détails techniques, mais ici, ce qui va se passer, c'est que donc on va appliquer plusieurs couches de sécurité. Donc, en fait, on prend un entonnoir. L'analogie, je trouve, elle est très, très bonne. Et en haut de cet entonnoir, ce qu'on va appliquer, c'est des techniques un petit peu plus, je dirais, standards, un petit peu plus déterministiques, qui vont permettre, dans un premier temps, de pouvoir bloquer des menaces connues. Et ensuite, on va appliquer d'autres niveaux de sécurité. Donc, on a implémenté dans nos solutions de l'apprentissage automatique,
C'est de l'intelligence artificielle, en fait, qui va permettre de prendre la décision et d'inspecter plus en profondeur, je dirais, le comportement et les caractéristiques d'un fichier. Et donc, vraiment, l'implémentation de cette intelligence artificielle permet un niveau et une couche supplémentaire de protection. Ici, ce qu'on va avoir, c'est un autre niveau qui va permettre en fait de vraiment détecter le comportement malicieux. Donc, on va vraiment observer comment un script malicieux, comment un ransomware peut se comporter sur un poste de travail. Et en fonction de son comportement, de dire, voilà, je le bloque parce qu'il commence à chiffrer des fichiers. Je le bloque parce que véritablement, ceci est un ransomware, mais je me base sur son comportement. Et on a d'autres techniques en bas de l'entonnoir qui vont nous permettre en fait de faire du sandboxing, qui sont aujourd'hui la possibilité d'envoyer des objets suspects dans des machines virtuelles dédiées, nous permettant vraiment d'étudier le comportement d'objets suspects. Alors, comment se protéger? Je crois que c'est quand même le plus intéressant pour vous. Et ici, au lieu de continuer avec des slides, au lieu d'essayer de vous expliquer ce qu'on pourrait faire, j'ai créé des vidéos afin de vous montrer ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, il y a une phase 1. Cette phase 1, là, on va regarder encore, on va revenir sur les phases d'attaque. Et ici, ce que vous avez, c'est donc la porte d'entrée, l'exploitation d'une vulnérabilité. Et donc, en fait, ici, ce qu'on va voir dans la vidéo qui vient, c'est ce que je vais faire, je vais hacker une machine qui est en définitive, qui fait tourner SMB version 1, donc qui est vulnérable. Je vais la hacker parce que la machine n'est pas protégée. Et donc, vous allez voir, en 2 minutes, j'ai accès à la machine. Et dans un deuxième temps, je vais protéger cette machine, je vais relancer en fait le hack et vous allez voir que l'exploit va être bloqué en définitive par nos solutions. Donc, ici, la vidéo prend juste 2 petites minutes. Si elle se lance. J'ai un petit souci a priori avec la vidéo. Attendez. Ça va prendre juste une petite seconde, j'imagine. Voilà. Donc, la vidéo vient de se lancer. Ici, donc, ce que je fais, c'est que vous pouvez constater qu'il y a 2 services qui sont pas activés sur cette machine. Ici, à droite, vous avez la machine de l'attaquant et à gauche, la machine que je vais attaquer. Ce que je fais ici, c'est juste un scan. Donc ça, généralement, les hackers vont utiliser cette technique. Un scan qui permet de voir si la machine tourne et de pouvoir identifier les services qui tournent sur cette machine. Je vois qu'il y a le port 445 qui est ouvert, ce qui me donne l'indication qu'en définitive, je peux tenter d'exploiter la machine ou de l'attaquer avec, encore une fois, l'exploit qui était utilisé par WannaCry. Donc là, je configure mon attaque. Vous voyez, il y a 3 lignes de code, ce n'est pas très compliqué. Je dirais que quasiment n'importe qui pourrait le faire si on lui explique comment faire. Vous lancez l'exploit. Donc là, vous lancez l'attaque. Et ce que vous pouvez voir là, blam, à ce moment-là, je suis dans la machine. Vous voyez, ça, c'est une ligne de commande de Windows. C'est-à-dire que là, c'est aussi facile que ça, je suis dans la machine avec les permissions administrateurs, c'est-à-dire le plus haut niveau de privilège. Donc ici, ce que je vais faire simplement pour démontrer que je suis bien dans la machine, je vais vous demander de regarder sur la machine Windows. Je vais créer un répertoire et ce répertoire, je vais l'appeler Act. Et vous avez vu sur la machine de gauche, j'ai donc créé un répertoire. C'était juste pour démontrer que j'étais bien dans la machine. Deuxième étape, je vais protéger la machine. Donc je vais activer un firewall qui va me permettre de pouvoir bloquer la première étape qui est le scan. Voilà, le scan de reconnaissance que j'avais fait qui me permet donc d'identifier la machine. Et dans un deuxième moment, ce que je vais faire, je vais mettre en place une solution ou activer une solution qui s'appelle prévention d'intrusion, qui permet justement de bloquer l'exploitation d'un hack, de bloquer l'exploitation de la vulnérabilité qui existe sur le poste de travail. Donc là, je vérifie, tout est bien activé. Donc vous avez le firewall, la prévention d'intrusion. Je vais revenir donc sur la machine. Ce que je fais ici, je procède exactement. Alors d'abord, je vérifie que tout est bien activé, c'est important. Et ensuite, je reviens sur ma machine. Je reviens sur mon attaquant. Hop, je relance le scan est bloqué par le firewall, c'est-à-dire que je ne peux pas identifier la machine. Et ici, je renvoie mon attaque.
j'envoie l'attaque et là, vous allez voir, donc l'attaque se lance. Par contre, la machine est protégée. C'est-à-dire que l'exploit ne fonctionne pas, c'est-à-dire que la solution que j'ai mise en place vient bloquer l'attaque que j'avais pu exploiter 1 minute avant alors que le poste de travail n'était pas protégé. Donc là, on peut voir dans les logs vraiment qu'il y a eu une tentative d'exploitation de la vulnérabilité qu'on a vue précédemment. Alors, ici, il y a plusieurs solutions de Trend Micro qui peuvent vous permettre de vous protéger. Ici, dans la démo, j'ai utilisé Deep Security as a Service avec le module protection des vulnérabilités ou prévention d'intrusion. Très important d'avoir la visibilité, encore une fois, sur l'infrastructure, de comprendre ce qui est en train de tourner, de s'assurer qu'en définitive, au sein de l'infrastructure, on n'est pas en train de faire tourner des systèmes non patchés, des applications non patchées. Ici, j'ai juste exploité la vulnérabilité de SMBV1 parce que c'est un sujet d'actualité, mais il est aussi facile d'avoir accès à une machine, en définitive, si on a affaire à un système non patché, un système qui n'est pas à jour, ou un système sur lequel on ne fait pas tourner les toutes dernières versions des applications. Donc, il y a beaucoup de vulnérabilités, par exemple, dans Java, dans Adobe, dans les navigateurs, et j'en passe. On va regarder la phase 2 d'infection. Donc ici, la phase 2 d'infection consiste à, dans un premier temps, installer le malware sur le disque et ensuite exécuter ce malware. Donc j'ai une autre petite vidéo, vous allez voir, elle va prendre moins de 2 minutes. J'espère qu'elle va se lancer correctement. Un petit souci, attendez. Voilà. Alors, ce que j'ai là, c'est un autre produit que je vais vous montrer qui s'appelle Offiscan. J'ai activé plusieurs services ici sur Offiscan. Et ce qu'on va faire ici, simplement, c'est un scénario typique. On va dire, je suis un utilisateur lambda, je télécharge quelque chose, voilà, d'un Powerbox qui est l'équivalent de… Et là, vous avez pu voir, je vais faire une petite pause ici. C'est-à-dire que j'ai téléchargé le fichier et le fichier, juste après son téléchargement, a été détecté en définitive par l'apprentissage automatique. Donc ici, c'est je dirais, l'intelligence artificielle qui est capable en définitive, avant même l'exécution, de détecter quelque chose de malicieux. Dans un deuxième temps, je vais lancer le téléchargement d'un autre fichier. C'est un exécutable qui est suspicious.exe, donc suspect.exe. Je lance son exécution. Ici, c'est un pop-up qui demande à l'utilisateur de confirmer qu'il veut bien lancer. Il vient de se lancer. Vous allez voir, 1 seconde après, en définitive, on est capable de le détecter. Donc là, ici, on va se baser véritablement sur le comportement. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans certains cas, d'étudier et de pouvoir vérifier le comportement du fichier pour être capable de le bloquer. Donc ici, c'est l'analyse comportementale qui a permis de bloquer ce fichier. Alors ici, il y a beaucoup de solutions de Trend Micro qui permettent en définitive de pouvoir vous protéger et de pouvoir éviter ce type d'infection localement. Je ne vais pas tous les citer, mais en cas de besoin, vous pourrez vous remettre en contact avec nous et on pourra véritablement vous conseiller le meilleur produit pour votre entreprise, pour votre infrastructure. Une dernière phase d'infection, et ça c'est vraiment la dernière vidéo que je vais vous montrer, c'est lorsque, imaginons un script malicieux, qui en soi n'est pas malicieux, vous téléchargez le script, vous exécutez ce script, et ce script, ce qu'il va faire, il va communiquer avec un site malicieux où il va chercher à exfiltrer des données. Donc ça, c'est vraiment la 3e phase d'infection. Et c'est le 3e point ici vraiment sur lequel on pourrait aussi vous protéger. Excusez-moi, voilà, je suis obligé de lancer 2 fois la vidéo, mais elle s'est lancée. Donc là, ce que je vais faire simplement, c'est lancer un petit script. En soi, le script, il n'est pas vraiment malicieux. Ce qu'il fait, il communique avec un site malicieux. Et donc là, je lance le script. Directement, la machine est capable de détecter qu'il y a, on appelle ça un CNC, c'est-à-dire une communication vers un site web malicieux qui pourrait permettre à un hacker ou un attaquant de pouvoir ensuite injecter du code malicieux sur votre poste de travail. Voilà. En définitive, on a été capable de bloquer ce type aussi de comportement. Donc là, vraiment, afin de conclure rapidement sur ce que je viens de vous présenter, vraiment, ce que Trend va vous recommander, donc déjà dans un premier temps, c'est de mettre en place aussi la web réputation et la
data loss prévention. Donc ça, c'est vraiment pour éviter l'exfiltration de données. Et pour protéger en fait votre environnement, c'est de vraiment avoir cette approche multicouche pour pouvoir mettre en place une sécurité en profondeur. On a plusieurs solutions chez Trend, certaines solutions qui vont plus cibler, je dirais, les PME, d'autres solutions qui vont plus cibler les grands groupes, mais on a vraiment des solutions pour tout type d'entreprise et pour entreprises de toute taille. Je vais juste terminer là-dessus. Pourquoi Trend Micro aujourd'hui? Trend Micro, encore une fois, depuis ces 27 dernières années, nous nous sommes spécialisés et nous sommes spécialisés dans la sécurité uniquement. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui ce que Gartner ou la position que Trend Micro a dans ce Magic Quadrant, vous pouvez vérifier ici et voir qu'en fait, on a cette meilleure position. On est positionné en définitive aujourd'hui comme les leaders dans le marché de la protection des postes de travail. Pour deux raisons. Donc, la facilité d'exécution, facilité de mise en place et facilité de configuration de nos solutions. Et ensuite, l'exhaustivité de vision concernant la sécurité. C'est-à-dire que vraiment, on peut aujourd'hui permettre aux entreprises, encore une fois, de toute taille, de pouvoir mettre en place des solutions de sécurité permettant de pouvoir un maximum limiter les risques d'infection et se prémunir de la perte de données, se prémunir en définitive des infections de ransomware. Un dernier mot, donc j'ai mentionné des solutions entreprises. Encore une fois, on a aussi un groupe de solutions qui s'appelle Worry-Free, une famille de produits qui permet en fait de pouvoir protéger les PME et PME aujourd'hui qui peuvent bénéficier des technologies qui sont implémentées dans une entreprise un petit peu plus grande ou de plus grande taille et vraiment véritablement pouvoir se prémunir des infections de ransomware. Voilà pour ma part. Jean-François, je vais te laisser, je vais arrêter de partager mon écran et je vais te laisser partager le tien. Très bien. Donc, merci tout d'abord Antoine pour ton exposé. Je crois que maintenant, là, c'est encore plus clair sur ce qu'est le ransomware et les solutions proposées par Trend Micro pour à la fois détecter et essayer de contrer ces attaques et ces sources malicieuses. Parallèlement à cela, donc, on a parlé de complémentarité en préambule. Comparex, de par son expertise dans le domaine logiciel et de la licence, a mis en place une solution qui va permettre, alors non pas de résoudre les problèmes, mais d'identifier un certain nombre de risques potentiels. Donc l'idée, c'est vraiment, alors nous, on va interagir uniquement sur la détection et le parc logiciel installé pour aller, encore une fois, identifier les différents risques qui peuvent apparaître. Pour faire cela, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire avoir une idée. Donc là, l'image que l'on voit, c'est vraiment pour représenter ce qu'est, grosso modo, un parc logiciel dans la plupart des entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'informations, un certain nombre de produits, de données qui sont présents. Chacune des petites couleurs du cube, de chacun des cubes peut représenter un éditeur, une catégorie logicielle, une fonction, un type de licence, etc. Donc là, en fait, on est capable de faire un inventaire et de consolider cette information pour déjà la rendre un petit peu plus lisible, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc là, on a déjà consolidé, on sait à peu près ce que l'on a, mais on n'est pas encore sur une donnée exploitable. Il faut faire encore un certain nombre de travaux derrière. Et ce que l'on propose, c'est de rendre ce cube parfaitement lisible avec des données, encore une fois, exploitables, prendre un certain nombre de décisions en fonction de ce qui va en ressortir. Et ce qui va en ressortir, c'est, encore une fois, ces données lisibles sur des classifications que sont, je les ai déjà citées tout à l'heure, les éditeurs, le type de licence. Alors, le type de licence, ça va être, par exemple, du freeware, des licences qui ont été détectées, installées, pour lesquelles pour lesquelles il est nécessaire d'acheter une licence, les différents types de fonctions des différents produits, on va voir pourquoi plus tard,
et une catégorisation pour toujours dans le même objectif de rendre lisible un certain nombre de choses. Et là aussi, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Pour ce faire, nous utilisons donc un produit Comparex, un module Comparex qui s'appelle Profiler, qui est un module d'identification des logiciels et qui, lui, travaille en collaboration avec un autre module Comparex, qui est un référentiel de produits qui comporte aujourd'hui plus de 800 000 références pour couvrir environ 14 000 éditeurs. Portfolio Management Platform, c'est vraiment ce qu'on vient de voir. Associé à ça, l'idée derrière, une fois qu'on a obtenu les éléments et qu'on a obtenu une donnée exploitable, c'est d'effectuer finalement, au travers d'un processus itératif avec des consultants Comparex, de pouvoir optimiser ce parc, parce qu'on va détecter qu'effectivement, il y a un certain nombre de produits différents, mais qui font la même chose. Donc, on va avoir la possibilité d'optimiser tout ça. L'objectif, au final, étant de pouvoir trouver le plus petit dénominateur commun et avoir un parc parfaitement homogène et totalement adapté à mon besoin réel. Concrètement, comment la démarche se déroule? On l'a dit juste avant, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire l'inventaire. Soit vous disposez d'un outil d'inventaire ou de plusieurs, soit on peut utiliser le nôtre. Une fois que la donnée est collectée, on va injecter toute cette donnée donc, qui correspond à la première image de mon Rubik's Cube, qui était complètement explosée. On va injecter ces données donc, dans le module Profiler, qui lui va identifier tous ces logiciels par rapport aux empreintes des logiciels. Donc, quand on va parler de produit, ce n'est pas uniquement un nom de produit, mais c'est vraiment une empreinte logicielle avec tout ce que ça implique derrière, donc le niveau de version, le niveau de patch, etc., ce qui permet vraiment de ressortir ce qu'est ce logiciel. Encore une fois, on est en relation avec notre référentiel de plus de 800 000 références. Alors, le petit secret pour permettre une optimisation et d'aller regarder en matière de sécurité là où il peut y avoir des choses à faire et des actions à mener, c'est ce que sait faire Profiler, c'est de pouvoir classifier les produits, donc ces données qui sont remontées, selon les axes qu'on voyait tout à l'heure sur le Rubik's Cube fini, c'est-à-dire les éditeurs, les catégories de produits. Alors, on a catégorisé les produits en 17 catégories, certaines d'entre elles, comme exemple, la base de données, les jeux, les logiciels malveillants, les logiciels suspicieux, on verra ce que c'est tout à l'heure, les logiciels de sécurité, etc. Donc, il y a 17 catégories comme ça. Et au sein de chacune des catégories, on va descendre encore en granularité au niveau des fonctions et des types de licences pour avoir un bon aperçu, encore une fois, de l'existant. Tout ça passé entre les mains des experts Comparex. Les données vous sont présentées et ressortent au travers de la console Comparex pour rendre les choses un peu plus lisibles et facilement accessibles. Voilà ce qu'est, en synthèse, Portfolio Management Platform. Associé à ça ou en addition à ça, on peut s'attarder un petit peu, dans un deuxième temps, sur les données contractuelles. Donc là, on va passer sur quelque chose qui s'appelle Software Portfolio Management chez Comparex. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'analyser le potentiel d'optimisation par rapport aux résultats issus de la mission PMP, donc Portfolio Management Platform. Et là, on va commencer à entrouvrir les portes de la conformité. Deux axes, je l'évoque depuis tout à l'heure, mais deux axes majeurs sur PMP. L'un, vous l'avez compris, c'est l'optimisation des coûts par la rationalisation en fait, des logiciels, du parc logiciel. Donc, on va optimiser les coûts frontaux parce qu'on va être capable de définir plus de standards, de consolider un certain nombre d'outils qui font les mêmes choses, par rapport à des fonctions équivalentes, de dire
au lieu d'avoir 17 éditeurs différents ou une multitude de produits différents qui font la même chose, ça va être de dire je consolide tout ça et je ne garde que réellement ce dont j'ai besoin. Et par cet effet de consolidation et de mutualisation, bien évidemment, je vais aussi optimiser les coûts induits par rapport à la formation des utilisateurs ou des administrateurs, par rapport aux coûts de support. Si je peux décommissionner des licences, par défaut, je vais décommissionner des maintenances qui sont associées, etc. Alors, bien évidemment, dans le respect des règles éditeurs. Là, on est sur le premier axe. Le deuxième axe, qui est plutôt celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le renforcement de la sécurité. Alors, l'idée, c'est vraiment d'identifier, encore une fois, hein, c'est vraiment le terme adéquat, c'est d'identifier les logiciels qui, potentiellement, me mettent à risque par rapport à des attaques possibles. Principalement, et l'actualité de ces derniers mois en a été la preuve, là où vraiment on fait attention, on a un regard fort aujourd'hui, ce sont les versions qui ne sont plus supportées par les éditeurs. Donc ça, on va voir, on le met en évidence. D'avoir une analyse détaillée des niveaux de patch, alors, sachant que le patch aujourd'hui, c'est effectivement plus forcément une notion de mise à niveau de fonctionnalité, mais plutôt la mise à niveau de la sécurité, d'identifier les logiciels qui ne sont pas autorisés au sein de ma politique entreprise et des décisions qui sont prises par les services informatiques, etc., etc. L'objectif, vraiment identifier les risques potentiels et permettre la prise de décision. Donc, encore une fois, on met en évidence un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de prendre un certain nombre de décisions et de mettre en place un certain nombre d'actions de décommissionnement, de migration vers des niveaux de mise à jour supérieurs, etc. Alors, quelques exemples que j'ai voulu vous montrer sur la console. Donc là, on n'est pas sur de la démonstration, hein, on est vraiment sur des images. Lorsque l'on se connecte à la console Comparex, voilà la page d'accueil sur laquelle on arrive, donc après avoir tapé nos propres identifiants. Donc là, sur cet exemple-là, je vois que j'ai analysé ou scruté 5 domaines différents dans l'entreprise, que j'ai scanné 3579 machines. Cela représente 867 éditeurs différents pour un total de produits, de 2072 produits. Donc 2072 produits sur 867 éditeurs. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Ensuite, on a un certain nombre de vues. Donc, par défaut, on met à disposition des vues qui sont prédéfinies, mais bien évidemment, la console est entièrement personnalisable. Donc, on peut créer ses propres vues au travers de ses propres filtres, etc. L'idée étant vraiment de pouvoir utiliser une console qui soit le reflet et des données en fait, qui soient le reflet de ce que l'on a besoin de regarder et de présenter à l'intérieur de l'entreprise. Donc ici, par exemple, j'ai par type de licence le nombre de produits en fonction donc, du type de licence. Je vois que si je prends la partie freeware, j'ai 1300 1300 produits différents. Représentant ce nombre de produits, j'ai 2000 installations. Et puis, j'ai le nombre d'éditeurs, encore une fois, pardon, par type de licence, le nombre d'éditeurs que ça représente. Ce sont des indicateurs, encore une fois, tout est personnalisable. Une fois qu'on a cette vue d'ensemble, on va chercher à descendre un petit peu dans le détail, à rentrer un petit peu dans le détail. Et là, on voit déjà un aperçu de ce que peut être le type de catégorie. Donc ici, je vois catégorie sécurité, une fonction particulière qui a été filtrée. Donc là, on est vraiment sur les notions de filtre de la console. Et je peux constater que sur une simple fonction sélectionnée, j'ai 19 empreintes logicielles différentes. Donc là, je me rends compte que sur la sécurité, j'ai un environnement totalement hétérogène et je vais déjà commencer à pouvoir regarder de plus près si je n'ai pas des choses à faire. Je vois que j'ai des tas de versions différentes, même pour des mêmes produits. Donc là, je peux déjà avoir des mises à jour à faire.
Et puis surtout, j'ai plusieurs produits différents, probablement de différents éditeurs. Donc, une fois que j'ai ça, je me dis, très bien, je sais que j'ai plusieurs choses différentes, plusieurs produits différents en provenance de différents éditeurs. Maintenant, par exemple, là, je suis sur autre chose que la sécurité, mais sur un produit PDF, je vais pouvoir dire, je veux absolument, donc je vais aussi avoir détecté que j'ai plein de produits différents qui font la même chose. Donc, je vais sélectionner un produit et je vais lui dire, voilà, dans ce produit-là, j'ai absolument besoin de telle et telle et telle fonction. Donc là, j'en ai 4 de sélectionnés. Automatiquement, la console va me présenter, alors soit sur mon parc, donc soit par rapport aux éléments d'inventaire que j'ai remontés, l'ensemble des produits de mon parc qui présentent les mêmes fonctionnalités. Là, c'est ce qu'on voit sur le petit tableau du milieu. Donc, il m'indique par produit ceux qui couvrent totalement les 4 fonctions que j'ai sélectionnées ou ceux qui les couvrent partiellement. Donc, soit effectivement sur mon propre inventaire, soit j'ai la possibilité de lui demander de m'indiquer quels produits dans le référentiel Comparex, donc encore une fois sur les 800 000 produits, quels sont les produits autres qui ne seraient pas chez moi aujourd'hui, mais que je pourrais identifier comme ayant ces fonctionnalités. Donc, une approche par comparaison de produits. Si on revient sur l'image du Rubik's Cube, on était sur la deuxième phase, c'est-à-dire d'optimisation. J'ai identifié que j'ai beaucoup de produits qui font la même chose, qui peuvent avoir les mêmes fonctions. Pourquoi en avoir autant? Est-ce que ça a du sens? Si ça n'en a pas, probablement que je peux rationaliser tout ça. Une catégorie intéressante, non pas que les autres ne le soient pas, mais celle-là, elle est vraiment importante et elle est très spécifique, c'est les produits que l'on va qualifier de suspicieux. Alors, pourquoi c'est important? C'est qu'un produit suspicieux, dans le cadre de notre démarche, est détecté en premier abord et remonté en premier abord comme un produit qui n'a pas présenté au module d'identification toutes les caractéristiques qui lui étaient nécessaires à pouvoir l'identifier convenablement. Ça ne veut donc pas forcément dire qu'on est sur un produit malveillant, mais c'est quelque chose qui ne permet pas, à coup sûr, de dire celui-là, je le range dans telle catégorie. Derrière, on a une équipe à temps plein qui réalise des processus itératifs pour dire, voilà, ce produit-là, une fois qu'on l'a scruté, on va travailler ensemble et on dit, non, celui-là, on sait, il doit rentrer dans telle catégorie. Attention, celui-là, effectivement, c'est un malware. Il va rentrer dans la catégorie malware. Donc, jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat le plus fin possible. Et le but, c'est que cette catégorie soit la plus minimisée possible. Parallèlement à cela, j'attire votre attention sur la partie droite de l'écran où l'on voit apparaître l'intégralité des 17 catégories qui sont présentes dans notre console. Pour rebondir sur le vrai sujet du jour et la sécurité, pour rebondir sur ce qui a été dit préalablement également, WannaCry était l'exemple type de ce qui apparaît ici, enfin, à bénéficier de ce qui apparaît ici. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai scruté un parc de 3500 machines. Là, je me rends compte que j'ai encore plus de 600 machines qui sont sous Windows XP. Donc, quand on sait quand on met ça en perspective avec l'idée qu'une seule machine suffit sur un environnement pour qu'un WannaCry, par exemple, ou un autre malware identique ou ransomware identique puisse s'infiltrer et se propager, on est vraiment à risque sur un périmètre comme celui-là. Alors, ça peut paraître dans certains cas assez fou. D'expérience sur quasiment l'intégralité des missions qui ont été déroulées aujourd'hui chez Comparex, on retrouve énormément de produits comme cela. L'idée, encore une fois, derrière, c'est vraiment la mise en évidence de ces éléments-là qui sont de réels risques pour pouvoir effectuer et prendre des actions nécessaires, les décisions et les actions nécessaires derrière pour contrer tout ça et faire en sorte que le parc soit bien plus sécurisé.
L'avantage de savoir tout ce que l'on a, c'est bien. Si je reviens sur la partie optimisation de mon parc, la console, ici, on le voit, m'indique des logiciels, des produits qui n'ont pas été utilisés dans les 90 derniers jours. Là, sur l'exemple que l'on a ici, on peut constater qu'il y en a quand même beaucoup par rapport au périmètre qui a été étudié. Donc, il me dit ceux qui n'ont pas été utilisés depuis moins de 90 jours et la dernière date d'utilisation. Là encore, on revient sur l'idée de mes petits cubes du départ. Je parlais d'itération avec des consultants pour optimiser le parc. Là, on est en plein sur le sujet. Si j'ai des logiciels qui ne sont pas utilisés ou des applications qui ne sont pas utilisées pendant 3 mois, est-ce que j'ai besoin de les garder et de continuer à payer des maintenances dessus? De plus, il se peut qu'on soit aussi sur des versions très vieilles, des niveaux de patch pas suffisants en termes de sécurité. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de mettre tout ça en évidence. Savoir que ce n'est pas utilisé, c'est une chose. Un autre axe très important, c'est le niveau de version. Donc, la console m'indique également, ligne à ligne, hein, donc sur chacun des produits qui a été scruté, la version que j'ai moi d'installer sur mon parc et la dernière version commercialisée. Alors, en version majeure, ce n'est presque pas ça le plus important. Le tableau suivant est plutôt, lui nous concerne davantage quand on parle de sécurité, puisque là, on est au niveau de la version du patch. Donc là, encore une fois, le patch de sécurité, c'est vraiment ce qui peut nous sauver de pas mal de choses. Et on a systématiquement indiqué par produit la quantité qui sont concernées. Alors, une chose que je n'ai pas précisée qui est importante, là, on affiche des informations. L'important, c'est de savoir où elles se situent, ces informations. Donc, quand on va aller cliquer sur les textes qui apparaissent en rouge, notamment les quantités ici, on va pouvoir descendre jusqu'au niveau d'information sur quelle machine c'est installé. C'est forcément, puisque l'important, c'est de pouvoir aller mettre tout ça à jour. Voilà pour la présentation succincte de Portfolio Management Platform. Ce que l'on a pour habitude de faire, plutôt qu'une démo qui veut pas forcément, enfin qui peut être parlante, mais le but de la rendre plus parlante, c'est de la faire en direct chez vous. Donc, on fait du proof of value. L'idée, c'est vraiment sur une partie de votre parc, de faire une démo réelle avec vos propres données et déjà de pouvoir mettre en évidence au bout d'un mois un certain nombre de choses. Enfin, au bout d'un mois, c'est à peu près. Hein. C'est de regarder avec vous sur ce qui aura été scruté, déjà de voir les optimisations possibles en matière de coûts, mais aussi, et j'ai envie de dire principalement, en matière de sécurité. J'en ai terminé également pour ma partie. Donc, j'espère que ça vous donne un bon aperçu de la complémentarité dont je parlais au départ entre Trend Micro et Comparex. Encore une fois, Trend Micro, vous l'avez compris, est plutôt sur l'axe des solutions qui vont apporter vraiment une sécurité en termes de détection des malwares, de pouvoir les contrer et de mettre en place les solutions de sécurité. Nous, parallèlement, on est sur plutôt l'identification des risques potentiels, bien évidemment, liés à des versions de logiciels, à des parcs hétérogènes, à des produits qui ne sont plus supportés et à la mise en évidence de tout ça et de vous accompagner sur les étapes suivantes et comment harmoniser le parc et comment le rendre plus sécure.